Négocier la paix avec la Russie est plus risqué que la guerre, et je vais te le prouver. 24 janvier 2026. Des diplomates ukrainiens, russes et américains sont à Abu Dhabi pour négocier un cessez-le-feu. Réunis dans la même salle après des mois, ils discutent enfin de la paix tant attendue. Pendant la réunion, Vladimir Poutine donne l'ordre. 396 drones et missiles sont lancés contre l'Ukraine. Kiev et d'autres villes sont touchées. 80% du pays est privé d'électricité. En quelques heures, alors que ces diplomates parlaient de paix, la Russie bombardait des civils ukrainiens. Pour aggraver les choses, les températures extérieures étaient de moins 15 degrés, des centaines de milliers de familles se sont retrouvées dans le noir, dans le froid, sans chauffage. La Russie venait de franchir une limite et l'Ukraine, n'allait pas laisser passer ça. Le 25 janvier au soir, des missiles ukrainiens ont visé le territoire russe. Les explosions sont massives. D'immenses incendies illuminent la nuit. Ce qui s'est passé dans les heures suivantes à Belgorod a été brutal et dévastateur. Maintenant, c'était les Russes qui gelaient dans le noir. Continuez à regarder. Je vais vous montrer les détails impressionnants de la riposte ukrainienne. Pour comprendre la situation actuelle, il faut revenir quelques semaines en arrière. Ce que vous allez voir est impressionnant. Depuis le début de l'hiver, la Russie a fortement intensifié ses attaques. Ce n'est pas isolé, c'est une campagne systématique. Nuit après nuit, des centaines de drones saturent les défenses aériennes. Puis à l'aube, lorsque les intercepteurs se font rares, viennent les missiles de précision. L'attaque du 9 janvier illustre parfaitement le fonctionnement. Il est 6 heures à Kiev. Des familles dorment encore dans leurs appartements, puis les alertes retentissent. 242 drones apparaissent sur les radars, un essaim arrivant en vague, les uns après les autres, forçant les défenses à utiliser leurs missiles intercepteurs. Avant de continuer, puis quand les opérateurs commencent à se demander s'ils réussiront à tous les abattre, voilà que 26 missiles de haute précision traversent le ciel. Les défenses parviennent à en intercepter la plupart, mais pas tous. 16 drones et 18 missiles passent. La suite était dévastatrice. Des explosions à Kiev, Odessa, Dnipro, des sous-stations électriques sont touchées en quelques secondes. 6000 bâtiments perdent l'électricité. Les lumières s'éteignent. Le chauffage pour 500 000 personnes reste dans le studio. Et souvenez-vous qu'il fait moins 15 degrés dehors. Mais voici le point crucial. Pourquoi la panne d'électricité est-elle si dévastatrice ? Après tout, ne serait-il pas possible d'utiliser des générateurs et d'attendre les réparations ? La réponse est enfouie dans le passé soviétique. La plupart des villes en Ukraine et en Russie utilisent un système de chauffage construit il y a des décennies, qu'ils appellent chauffage urbain. Voici comment cela fonctionne. Une seule centrale chauffe de grandes quantités d'eau et les pompe à travers des kilomètres de canalisation souterraine, jusqu'à des milliers d'appartements. Le système est efficace lorsqu'il fonctionne, mais il a un défaut fatal. Lorsqu'une centrale est détruite, tout le système s'effondre. Parce que les pompes qui déplacent l'eau ont besoin d'électricité. Sans électricité, les pompes s'arrêtent, et sans les pompes, on trouve de l'eau en circulation et stagnante à des températures sous 10 degrés. Eh bien, elle gèle en quelques heures. Quand l'eau gèle à l'intérieur des tuyaux, les tuyaux se fissurent, et quand les tuyaux se fissurent, dans un système qui alimente 6000 immeubles, c'est une catastrophe. Parce que maintenant, il faut réparer quartier par quartier, immeuble par immeuble. Cela ne prend pas des jours, cela prend des semaines, parfois des mois. Et voici le piège que personne n'avait vu.
La technologie soviétique elle-même, qui était censée protéger ses civils, est devenue l'arme parfaite pour les détruire, parce que la Russie a construit les mêmes vulnérabilités dans les deux pays. Ils connaissent chaque point faible, chaque tuyau, chaque sous-station. On dirait qu'ils ont laissé une carte à leurs ennemis. 2 jours après cette attaque, plus de 1000 bâtiments à Kiev étaient encore sans chauffage. Des familles entières dormaient dans une seule pièce, tous ensemble, sous des couvertures, essayant de partager la chaleur, les fenêtres brisées par les explosions, laissant entrer le vent glacial. Les attaques continuent les jours suivants. Le 14 janvier, Kryvyi est touché. 19 personnes meurent, des familles entières dans leur maison, lorsque le missile est arrivé. Le plus grand nombre de morts en une seule attaque ce mois-là. Plus de missiles le matin. Plus de drones la nuit, l'un après l'autre, sans arrêt. Mais l'Ukraine ne se défendait pas seulement, elle planifiait aussi. Belgorod, Russie. Située à 40 km de la frontière, cette ville est le centre logistique de l'opération russe à Kharkiv et partage la même vulnérabilité. Chauffage urbain soviétique. La centrale thermique Luch fournit plus d'un tiers de tout le chauffage de la ville. Et depuis septembre 2025, l'Ukraine testait cette vulnérabilité. Attaques répétées contre la centrale. Septembre, octobre, décembre, même cible, même résultat. Des explosions éclairent la nuit, coupure totale, gens coincés dans les ascenseurs, feux arrêtés, panique dans les rues, la ville replonge dans l'obscurité. Le message était clair. Si la Russie gèle les civils ukrainiens, l'Ukraine peut faire de même avec les civils russes. Et les armes. Des missiles américains, Attack-MS, d'une portée de 300 km, ont été utilisés. Des missiles qui ont été approuvés par le président Biden spécifiquement pour une utilisation à l'intérieur de la Russie. Et, plus important encore, des drones de fabrication ukrainienne, sans aucune restriction occidentale, que l'Ukraine peut utiliser où elle veut. Maintenant, vous êtes-vous déjà demandé comment l'Ukraine parvient à atteindre des cibles aussi profondes? Comment elle réussit à pénétrer les défenses aériennes russes? La réponse réside dans une unité que peu de gens connaissent. Et ce que cette unité a réussi à accomplir a tout changé. Le Centre des opérations spéciales Alpha est une unité du SBU, le service de sécurité ukrainien. Avant la guerre, c'était une unité antiterroriste. Maintenant, ce sont des chasseurs de systèmes de défense aérienne russes. Et leur spécialité est de détruire le S-400, le système le plus avancé dont dispose la Russie. Chaque batterie coûte entre 300 et 400 millions de dollars. C'est ce qui protège l'espace aérien russe contre les missiles et les drones. Et puis, le 3 juin 2024, ils ont atteint une étape historique. Un S-400 est détruit pour la première fois sur le sol russe pendant la guerre. L'opération Alpha a coordonné l'attaque et à mars, dans la région de Belgorod, le système a été complètement détruit. Mais l'opération qui a vraiment changé la donne a eu lieu le 15 novembre 2025 à Novorossiysk, dans le sud de la Russie. Alpha a mené une attaque massive avec des drones. La cible, 4 systèmes S-400 positionnés sur la côte de la mer Noire. Les drones ont frappé non seulement les lanceurs de missiles, mais aussi les radars. Sans les radars, le S-400 devient aveugle, complètement inutile. Les explosions, très puissantes, ont atteint des terminaux pétroliers voisins. 2 millions de barils par jour ont cessé d'être exportés temporairement. Maintenant, si vous pensez qu'il ne s'agit que d'une guerre régionale, détrompez-vous. Quand des centrales sont détruites ou des terminaux pétroliers arrêtés, la production industrielle chute et le monde entier en souffre. Alpha ouvre la voie. En détruisant les défenses, ils ouvrent des couloirs aériens où drones et missiles volent sans interception. C'est comme enlever les gardes avant un braquage. Cependant, tout cela a un coût en vies humaines dont on ne parle pas vraiment. En novembre 2025 à Ternopil, dans l'ouest de l'Ukraine, un missile russe frappe un immeuble résidentiel. 38 civils meurent, dont 8 enfants.
Pensez-y un instant. 8 enfants avec des noms, des familles, des rêves, tous morts en un instant. En 2025, 2514 civils ukrainiens ont été tués, 12 000 sont morts, 2,7 millions ont été forcés de quitter leur foyer, près de 6 millions sont réfugiés dans d'autres pays. Selon les autorités russes, 392 personnes ont été tuées lors d'attaques ukrainiennes. Des familles à Belgorod, Koursk et Bryansk vivent sous des ordres d'évacuation fréquents. Et puis nous arrivons au moment qui a tout changé, qui a changé les affiches. Et le 26. Abu Dhabi. Pour la première fois depuis des mois, des diplomates des 3 pays sont dans la même salle. La réunion est à huis clos. Ils discutent de cessez-le-feu, de protection des civils, de paix. Et, pendant que ces conversations ont lieu à des milliers de kilomètres de là, Poutine donne des ordres. 396 drones et missiles sont préparés, des bombardiers stratégiques décollent, des navires chargent des missiles de croisière. Et, la nuit, alors que les diplomates russes évoquent la paix, la plus grande attaque depuis des semaines est lancée. Kiev et d'autres villes se réveillent avec des explosions, des missiles qui voyagent si vite que vous entendez l'explosion avant même d'entendre leur son. 80% de l'Ukraine est sans électricité. Les hôpitaux tournent sur générateurs. Des milliers de familles sont dans le noir. Encore une fois, le ministre ukrainien, Andriy Sybiha, résume en une phrase. Leurs missiles ont touché non seulement le peuple, mais aussi la table des négociations. Poutine avait franchi la ligne, et l'Ukraine allait réagir moins de 24 heures plus tard. Dans la nuit du 25 janvier, des bases ukrainiennes entrent en action. La cible, Belgorod et les régions environnantes. Des missiles traversent le ciel sombre, riment et possiblement attaquent. MES. Les explosions sont massives. La centrale de Belgorod est touchée à nouveau. Cette fois, les dégâts sont bien plus importants. D'immenses incendies illuminent la nuit. La fumée est visible à des kilomètres. Puis toute Belgorod plonge dans l'obscurité. 600 000 personnes sans électricité. Instantanément, sans chauffage, sans eau courante. 2000 immeubles perdent le chauffage. 200 000 personnes se retrouvent sans eau, avec des températures de moins 5 degrés. Le gouverneur Vyacheslav Gladkov déclare que la situation est extrêmement difficile. Des rues complètement plongées dans l'obscurité. Des gens utilisent des lampes de poche pour voir. Des familles se rassemblent dans une seule pièce, essayant de se réchauffer. Et il n'y a pas eu que Belgorod. Plusieurs villes ont été touchées. Borisov, Valouski, Volokonovski, Graïvoron, Krasnoïarsk, certaines régions sont sans gaz. En plus de l'électricité, les autorités russes détectent 31 roquettes RIMAR et tentent de les abattre. Beaucoup passent. La défense aérienne russe échoue à protéger sa propre population et du côté ukrainien, eh bien, aucun commentaire ni communiqué. Ils ont laissé l'attaque s'exprimer seule. Alors que Belgorod brûlait, l'usine continuait de brûler et des incendies persistaient des heures après. Les réparations prendront probablement des semaines. Désormais, les Russes gelaient dans le noir, privés d'eau, d'électricité et de chauffage, subissant la même souffrance qu'ils avaient infligée aux Ukrainiens. Ceci marque un tournant. L'énergie n'est plus une simple cible, mais l'arme principale. Et je vais te dire quelque chose que les chiffres montrent. La Russie dépense 195 000 RMI, des milliers, des milliards en munitions, des milliers, et même en dépensant tout cela, elle n'arrive pas à briser la résistance ukrainienne. Mais ils ne peuvent pas s'arrêter, parce que s'arrêter pour eux signifie perdre. Alors, les attaques continuent mois après mois, et des millions de civils des deux côtés en perdent le prix, dans le froid. 8000 immeubles sans chauffage, 1 100 000 personnes dans le noir et le froid des deux côtés de la frontière. Ce n'est que janvier, il reste 2 mois avant la fin de l'hiver. Maintenant, je veux connaître ton avis. Penses-tu qu'attaquer des infrastructures civiles comme moyen de pression militaire soit justifiable dans certaines situations ?
Donne ton avis en commentaire et dis si la vidéo t'a été utile. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de comprendre ce qui se passe dans cette guerre et abonne-toi à la chaîne pour plus d'analyses sur les conflits dans le monde. À la prochaine vidéo.